Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'avoir accepté ce froid genevois. Merci d'être là. C'est toujours incroyable de voir ce petit dôme rempli. Voilà, donc je vous remercie. Alors ce soir, nous allons avoir une discussion, ou plutôt nous allons nous interroger sur le lien entre ville, architecture et soins. Nos deux intervenants vont mettre en lumière l'idée que les lieux, l'architecture, ont pour dessein de nous accueillir, de nous soutenir, plutôt qu'uniquement de nous contenir. Ce soir aussi, nous serons les témoins d'un fructueux travail pluridisciplinaire. Celui-ci a abouti à une très riche exposition au pavillon de l'Arsenal l'année dernière, je crois, qui était intitulée « Soutenir ». Donc toujours sur ce modèle d'une discussion, d'un pas de deux, nous avons la chance d'avoir nos deux intervenants que j'ai plaisir de présenter ce soir. Donc à ma droite, nous avons l'architecte Éric de Thoisy. Il est architecte, docteur en architecture et directeur de la recherche à l'agence SCO de Paris. Il est également chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne du GHU. Magnifique. Voilà, j'étais gênée parce que je n'avais pas la traduction de l'acronyme. Voilà. Et ensuite, à gauche, nous avons Cynthia Fleury, qui est psychanalyste, philosophe et professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire des Arts et Métiers. Elle est également titulaire d'une chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne du GHU. Je l'ai. Donc du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Voilà. Je m'arrête là pour ma pénible introduction et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, on va vous présenter, Cynthia et moi, on va essentiellement vous présenter le projet qu'on a fait ensemble qui s'appelle effectivement Soutenir, qui était qui était un livre et une exposition qu'on a réalisé l'année dernière et qui a donné lieu à une exposition au pavillon de l'Arsenal à Paris, qui est un peu l'équivalent de cet endroit à Paris, donc un lieu d'exposition sur l'architecture. C'est effectivement, c'est un travail qui a été fait à deux organismes, disons, l'agence d'architecture SCO, dans laquelle je dirige l'activité de recherche, et Cynthia Fleury qui est avec moi. Donc on était co-commissaire de ce concepteur de ce travail, qui s'est appelé Soutenir. Oui. Donc oui, pourquoi on a choisi ce terme soutenir pour plein de raisons. Malgré tout, vous redire un petit peu parce que c'est toujours intéressant la généalogie des titres, indépendamment de l'histoire un peu émotionnelle que cela convoque, parce que souvent derrière il y a des bagarres entre les uns et les autres pour dire voilà tel ou tel titre, axe, etc. parce que c'est une première invitation au public. Nous, on avait choisi un titre plus ambivalent. Et cette ambivalence, elle véritablement traverse toute l'exposition, qui est l'ambivalence de quoi le soin est-il le nom ? Est-ce que le soin, effectivement, est le nom, a priori, de cette bienveillance, ou est-ce que le soin est le nom de cette bien-surveillance ? Et qu'est-ce qui se joue en termes de biopouvoir ? Qu'est-ce qui se joue sur de contrôle de la norme, sur les corps ? Qu'est-ce qui se joue comme système d'exclusion derrière l'inclusion, etc. Donc, on avait choisi le terme de lieu tenant. Donc, de dire, voilà, on allait faire un travail sur la manière dont les lieux, effectivement, nous accompagnent dans l'émergence de notre sujet, dans la consolidation de nos sociétés, ou au contraire, comment ils viennent un peu mutiler, castrer, contrôler ces sociétés. Donc ça, voilà. Et puis finalement, on a préféré le terme de soutenir parce qu'il nous paraissait également raconter une ligne de fond qui est celle de, d'abord,
de la soutenabilité, donc de la question aussi au loin de créer des modèles, des transitions qui sont capables de nous soutenir, mais qui eux-mêmes se soutiennent. Donc ça, c'était un point sur la question sociale écologique. Et puis, bien évidemment, la question du care. Et on a tout ce travail. On a travaillé en fait sur les enveloppes qui sont celles du corps, et puis les enveloppes qui sont celles des bâtiments, des paysages, etc. Donc soutenir, voilà comment on a essayé de raconter ces liens qui structurent effectivement la ville, l'architecture et le soin. Juste, je peux rajouter peut-être que l'expo va venir ici, dans ce lieu, en printemps 2024. Je pense qu'on peut le dire déjà. Non, c'était trop tôt. C'est une manière de... C'est pour vous engager un peu plus dans le dispositif. C'est une technique de science. Peut-être, on ne sait pas, on verra. Donc voilà, cette ambivalence dont parle Cynthia entre soutenir, contenir et tout le champ sémantique du tenir, elle était au cœur d'une des premières parties de notre exposition, qui est organisée en 7, vous verrez, qui s'appelait Distance. Et donc dans ce terme distance, il y a toute cette... voilà, tout est déjà dit. On avait un projet qui était un petit peu un projet totem qu'on avait mis au point de démarrage de notre raisonnement, qui est l'Hôtel-Dieu de Paris, qui est un lieu qui incarne vraiment la centralité du soin au cœur de la ville, sur l'île de la Cité, au kilomètre zéro de la ville au sens propre du terme, puisqu'il y a la bande zéro qui est devant qui est de bande kilométrique zéro à partir de laquelle on calcule les distances, qui est devant l'entrée de l'Hôtel-Dieu depuis de très nombreux siècles. Il incarne cette centralité du soin, même s'il porte déjà cette ambivalence, puisqu'il est aussi entouré d'un mur d'enceinte qu'on peine à faire tomber. Donc voilà, il y avait ce projet-là, et puis ensuite on a essayé de raconter une histoire qu'on va faire très courte ce soir, mais de différents dispositifs de mise à distance qui sont inventés, notamment par les architectes à certains moments de l'histoire pour prendre une population qui est considérée comme une population malade et puis créer un dispositif d'éloignement, d'invisibilisation, de relégation. Évidemment, les Lazarets, donc là on est vraiment dans une géographie de la maladie et géographie du soin ou du non-soin. Il y a les exemples aussi des léproseries, ça c'est un petit peu plus loin, il y en a une à Poissy à côté de Paris. Un exemple qui est intéressant, c'est pour la peste, donc là c'est entre 16 et 17e siècle, c'est l'hôpital Saint-Louis à Paris. On a un corpus assez parisien, parce qu'on l'a fait... parce que c'était l'un des critères de contrainte ou non, mais contrainte pas au sens mathématique du terme, si j'ose dire. C'est-à-dire que voilà, l'Arsenal est un lieu emblématique de Paris qui est dédié aussi au fait de proposer aux Parisiens ou à tous ceux qui viennent à Paris une autre lecture de Paris et une autre compréhension de la ville de Paris. Donc il y a toujours un point où Paris est est le cœur, et en revanche nous on a tout un univers référentiel où là on est beaucoup plus international, voilà. Et dans cette partie juste des distances, ce qui est la question qui nous a animés, c'était la question tout simplement de où dans la ville se situe le soin et qu'est-ce que ça raconte, qu'il soit placé soit au centre, dans la centralité d'une ville, soit effectivement, comme disait Eric, dans les périphéries. Ce qui est placé, bien évidemment, au cours de l'histoire dans la périphérie va être rattrapé et de nouveau centralisé. Donc là aussi, c'est quelque chose de mouvant. Et bien évidemment, dans ces questions de distance géographique se jouent les distances pathologiques, les distances entre la norme et effectivement la pathologie. Et donc on a essayé de raconter comment les villes nécessairement se structurent dans leur aménagement et cet aménagement raconte une certaine vision qu'elles ont de ce qui est normal et ce qui est pathologique. Voilà, et donc effectivement, cet hôpital-là incarne tout à fait cette opération, un moment de rattrapage au cours de l'histoire, de comment la ville vient réentourer ce qu'elle a sorti et comment du coup on est en position de renégocier les limites entre le normal et le pathologique. Un exemple intéressant aussi qui est l'hôpital Avicenne à Bobigny, qui est intéressant dans ce qu'il raconte, parce que là aussi il y a l'éloignement, on est dans les années 30. Il y a une architecture néo-mauresque qui est pensée
spécifiquement pour une population particulière qui est concernée par l'hôpital, qui est la population franco-musulmane qui habite la région Île-de-France. Donc l'hôpital s'est longtemps appelé hôpital franco-musulman. Et donc là, on avait très clairement une double mission du lieu de soins, qui est de soigner cette population et en même temps de la contrôler, de tenir à jour les registres pour un petit peu garder un œil sur cette population. Donc on voit aussi comment la figure du malade et celle de l'étranger, à un moment, se superposent. Évidemment, ça n'est plus le cas aujourd'hui, ça fait partie de la PHP aujourd'hui. Et puis on voit un petit peu plus tôt dans l'histoire, à la fois là on est vraiment dans cette ambivalence entre soutenir, contenir, détenir, avec des plans d'hôpitaux qui reprennent très clairement des plans de prison avec des dispositifs panoptiques de Jérémy Bentham qui sont à la fois utilisés qui ici étaient repris pour un projet de reconstruction de l'Hôtel-Dieu de Paris après son incendie. Et puis la psychiatrie qui évidemment a fait partie aussi de notre travail. Avec ici on a d'un côté des résistances qu'on a pu avoir dans le contexte parisien lorsqu'on a fait ce qu'on appelait la sectorisation, avec la construction dans Paris intramuros de centres de soins psychiatriques. Et puis on a mis en avant avec un très beau film dans l'exposition un moment important et très beau qui est le moment Basalia en Italie, avec la fermeture de l'hôpital de Trieste, avec ce grand slogan la liberté est thérapeutique, et un défilé qui est organisé. Donc c'est avec une réinterprétation de ce qu'on appelait le carnaval des fous, mais les fous sortent dans la ville avec ce cheval bleu, et ça marquait comme ça le retour des fous dans la communauté. Voilà, ça c'est Depardon qui avait photographié les hôpitaux psychiatriques en Italie, et on avait quelques originaux dans l'exposition. Et puis cette mise à distance, à un moment, elle peut se faire aussi à l'intérieur de l'architecture elle-même, quand l'architecture, surtout au cours du XXe siècle et surtout deuxième moitié du XXe siècle, commence à se formaliser comme une discipline très normative, qui est faite à la mesure d'un corps, dont on prend les mesures, et qui de fait produit des espaces qui sont habitables que par certains corps et qui en excluent d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le validisme, par exemple. Donc cette mise à distance, elle peut s'opérer aussi de cette manière-là. Oui, c'est vrai que là, on le voit très, très clairement. On a toujours, de toute façon, les architectes ont une représentation plus ou moins formalisée, d'ailleurs plus ou moins conscientisée, c'est tout le problème du corps qui va habiter ces espaces. Et bien évidemment, dans les lieux de soins, on est plutôt sur, en tout cas, un archétype de corps qui normalement est vulnérable. Donc il s'agit de voir comment on travaille et on accueille ce corps vulnérable dans des espaces et comment ces espaces se constituent autour de ce corps vulnérable. Voilà, avec des conséquences, évidemment, c'est qu'une grande partie de la ville aujourd'hui n'est accessible que pour certaines populations, en excluant d'autres, par exemple ici des logements accessibles au PMR. Oui, là on voyait, parce que tu passes rapidement, mais c'est très... Voilà, vous voyez sur la question de l'accès au handicap, en une seconde, vous avez une ville qui se ferme. C'est ça que ça raconte, que tout d'un coup, c'est simple. D'un côté, c'est la profusion, c'est la simplicité, c'est l'évidence, et puis tout d'un coup, c'est une ville qui n'a plus du tout la même configuration d'accueil, de possibilités, qui n'est plus capacitaire. On avait ensuite une seconde partie qu'on appelait éléments, qui parle de ces territoires élémentaires. Donc là, on parle d'eau, on parle d'air, on parle de lumière. Tous ces territoires qui ne sont pas de l'architecture ou pas encore, mais qui participent depuis les premières cités, en tout cas dans les traces qu'on en a, qui participent aux décisions pour construire une ville, pour choisir l'emplacement, pour choisir les espacements entre les bâtiments. Donc c'est toute la dimension qu'on peut appeler hygiéniste aussi de l'architecture qui se met en place très tôt. Voilà, qu'on peut faire remonter à Hippocrate, à Vitruve, avec déjà des traités, un très beau traité d'Hippocrate qui s'appelle Des airs, des eaux et des lieux. Donc Hippocrate, connu pour être surtout l'un des pères de la médecine, mais qui a aussi écrit l'un des premiers traités d'urbanisme. Donc on voit aussi comment les disciplines médicales et architecturales, dès le début, fonctionnent ensemble. Voilà, ça a donné lieu à plein d'exemples dans l'histoire, des dispositifs soit pour aérer les bâtiments, pour aérer les villes. Donc quand il s'agit de faire circuler l'air, donc à différentes échelles, depuis le logement jusqu'à des échelles plus urbaines, ce sont des éléments qui influent énormément.
Un épisode que en Suisse, vous avez évidemment beaucoup d'exemples de ce qu'on appelle les sanatoriums. Donc là, on est vraiment dans une architecture pensée dans un objectif de soins. Donc là, c'est les années 30 et c'est évidemment une période très faste de la production architecturale. Il y a celui-là qui nous a plu particulièrement, qui était Aix-les-Bains. Il y avait un petit film qu'on voit en bas à droite de l'image où on voit qu'en fait, il tourne sur lui-même. On est dans une architecture mécanique, rotative, avec donc on profite de l'air, on profite de tous ces éléments-là, et puis on profite aussi du soleil, avec des chambres qui sont en permanence orientées vers le soleil. Donc voilà, on voit un petit peu les... Il y en avait 3 dans le monde. Il y en avait 3, voilà. Et il en reste peut-être un en Inde, mais on n'est pas sûr. On n'est pas allé vérifier. Non, on n'est pas allé vérifier. Voilà, et Kertész a fait un reportage photo là-bas. Voilà, et puis évidemment des grandes architectures de Alvar Aalto par exemple, qui sont pensées vraiment dans cette... Et qui sont pensées, Aalto il est intéressant parce qu'il était malade quand il a conçu, bon, ça c'est une histoire que peut-être beaucoup connaissent parmi vous s'il y a des architectes, mais il était malade et il a pensé une architecture qui est faite à la mesure d'un homme malade, et notamment à la mesure d'un homme allongé, ce qui était un retournement par rapport au modulaire de Le Corbusier, par rapport à toutes ces figures de l'homme debout. Là c'est une architecture qui est faite à la mesure d'un homme alité, allongé, donc il y a une horizontalité de l'habitant. Oui, donc un accès à l'horizon différent, un accès à la lumière différent, tout un travail aussi sur les bruits, il est connu aussi pour avoir créé des équipements pour justement faire en sorte que le son, etc., et Dieu sait si c'est une bataille dans les univers du soin, soit le moins déstabilisant possible, le moins agressif possible. Donc là, vraiment, voilà, c'est comment les éléments sont des partenaires absolument clés, sont des instruments thérapeutiques et font partie de l'architecture. D'autres lieux, comme ça, celui-là, il est intéressant. Il faisait partie de 9 lieux qu'on a identifiés plus en détail. Et qui incarne parfaitement cette ambivalence dont Cynthia parlait en introduction. C'est un sanatorium donc dans la forêt du Vexin qui a été transformé en camp d'internement 10 ans après sa création sous le régime de Vichy. Donc en fait, il avait une disposition à la fois géographique et même architecturale qui permettait à la fois le soin et le pire du non-soin. Oui, c'est ça qu'on a, malgré tout, voilà, on voulait absolument pas, si vous voulez, proposer une exposition qui soit sentimentaliste et qui passe à côté de toute l'ambivalence que charrie cette notion de soin, surtout dans un monde qui a vécu le Covid, qui va vivre encore des récurrences épidémiques, etc., et qui va avancer ses politiques publiques par la question du soin. Donc c'était important justement de dire attention, parce que ça peut être justement les enveloppes les plus contenantes au sens winnicottien, c'est-à-dire qui nous accompagnent, qui nous permettent de nous épanouir, etc. Mais ça peut être du monitoring absolument délirant, et puis la construction de futures normes. Voilà. Donc en fait, les destins des lieux de soins peuvent basculer, comme la vie en règle générale, de toute façon, mais en une seconde. Et dans le fait on a identifié, parce que dans le livre, peut-être que vous arriverez, c'est un peu l'objet manquant à l'heure d'aujourd'hui, si j'ose dire, parce qu'il est épuisé, mais bon, on va se bagarrer pour en ressortir. Mais dans le livre, donc, on avait, et puis même dans l'exposition, 9 grands, ce qu'on a appelé lieux de butée, en reprenant un terme lacanien, parce qu'on avait envie de jouer aussi sur ça. Et le terme lacanien, c'est des points de butée. Les points de butée chez Lacan sont des points qui, justement, sont des nœuds sur lesquels on bute, mais qui font levier et qui nous permettent d'accéder à une autre compréhension du sujet, du monde, du réel, que sais-je. Et on s'est dit, mais en fait, il y a des lieux qui ont cette fonction cognitive, existentielle et puis paradigmatique, parce que comme ça, d'un coup, ça nous fait sortir voilà, on commence à travailler différemment. Donc, on a essayé d'en identifier, on en a identifié 9, et dont le sanatorium d'Aincourt.
un autre lieu de butée aussi, qui est ça c'est nous aussi une belle pièce qui a énormément de choses à nous dire. Donc c'est un tableau qui date donc du milieu du 19e siècle et qui appartient à la PHP, donc l'équivalent du HUG, c'est ça, je crois. Donc l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc c'est un tableau qui fait partie de leur histoire, qui est, pour la petite histoire, qui était accroché dans le bureau du directeur. Donc ça fait vraiment partie de leur histoire interne. Et donc c'est Marianne, c'est une nourrice qui avait l'habitude. Donc on était au milieu 19e, donc pleine époque de mise en nourrice des enfants, et notamment Marianne qui emmenait les enfants sur une plage. Elle était à Berck, donc sur la côte d'Opale, sur la côte, voilà. Et elle avait pour particularité d'emmener les enfants tous les jours au bord de l'eau pour prendre des bains. Et la PHP, donc, qui suivait un petit peu les résultats entre guillemets des nourrices, s'est rendu compte que les enfants qui étaient pris en charge par Marianne allaient beaucoup mieux que les enfants pris en charge par d'autres nourrices. Et donc la PHP a choisi cet exact endroit pour construire un hôpital, qui est l'hôpital maritime de Berck, donc un petit morceau de Paris, voilà, extramuros à Berck, pour offrir cette possibilité d'environnement soignant à une plus grande échelle. Et donc là, on a vraiment un déplacement, et ça nous plaisait bien, de cette fonction soutenante, très winnicottienne, effectivement, de prendre l'enfant et de l'amener dans un endroit où il va se sentir bien. C'est déplacer, c'est changer d'échelle, mais on passe de la nourrice à l'architecture, comme si l'architecture devenait cette nourrice à très grande échelle. Et puis voilà, toute l'histoire aussi hygiéniste, l'histoire des éléments, c'est aussi l'histoire des égouts, qui est évidemment un grand moment des relations entre ville et soins. Donc avec, on est encore dans ce moment un peu 19e où il y a vraiment une grande, enfin ça c'est pas encore tout à fait ça, mais je vais passer directement à ça. La construction des égouts dans les grandes métropoles, un petit peu partout en fait, avec cette idée de prendre la maladie, de prendre toutes les mauvaises choses, toutes les choses qui sont aussi source de différentes pathologies, et de les extraire et de les sortir à l'extérieur de la ville. Donc pour que la ville reste un lieu sain, on prend toutes les saletés et on les sort à l'extérieur de la ville. Donc ça c'est évidemment un moment très structurant. C'est un moment très structurant et malgré tout qui nous aussi a structuré notre exposition, puisque on va rentrer et on est normalement dans un monde qui ne va plus accepter ce système-là, c'est-à-dire de préserver un lieu en détruisant un lieu connexe. Et donc, on va rentrer dans des mondes où les habitabilités doivent être réciproques. Et l'air de rien, c'est quelque chose qui n'a pas totalement structuré la ville, puisque la ville a produit ses décharges toujours, continuellement, et a fait porter le fardeau à l'autre territoire sans aucun souci et en ayant le sentiment d'être totalement dans son enjeu de santé. Ce n'est plus possible. Donc c'est ça qu'on a aussi essayé de voir, comment demain les architectes vont devoir créer des systèmes de justice beaucoup plus de justice d'aménagement et de fardeau mieux répartis. Et ça c'est un enjeu très typique du monde entre guillemets anthropocénique dans lequel nous sommes. Avec cet exemple on a démontré ça entre guillemets à Paris avec le cas parisien, avec la plaine de Pierrelet qui était un de nos autres lieux de butée dans lesquels effectivement ces boues parisiennes ont été éjectées pendant très longtemps. Donc ça donnait lieu à des décennies d'agriculture intensive, et puis c'est depuis les années 90-2000 la prise en compte et la découverte que ces territoires sont absolument pollués et qu'il y a des scandales sanitaires qui sont encore, qu'on commence à bien connaître, d'empoisonnement au plomb, de saturnisme. Et donc là, on a vraiment ce dont parle Cynthia, c'est pas du tout théorique. On a vraiment des territoires aux portes des métropoles qui sont malades et qui sont inhabitables, et qui sont les résultats d'une logique où on a opposé effectivement un territoire sain qui reste sain en sacrifiant d'autres territoires. Voilà, c'est ce qu'on appelait aussi l'envers du soin, autre illustration de ça.
Et juste un point, mais on l'a dit en entrée, le soutenir, etc., ça renvoie bien sûr à tout ce qu'on appelle aujourd'hui, aujourd'hui depuis un certain temps, les éthiques du care, les philosophies du soin. Et c'est vrai que le care est défendu, notamment par Tronto, et puis par d'autres auteurs, comme ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie du politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le care met en lumière véritablement, alors bien évidemment le soin, mais les logiques d'invisibilisation aussi de ce soin. Et donc tout le travail qui a été le nôtre, ça a été aussi de nous inscrire dans cette critique sans cesse de qui est invisibilisé, comment sortir de cette invisibilisation, parce que par ailleurs elle est comment dire, elle met en danger la nature même de la santé publique. Voilà, et autre forme d'invisibilisation qui est vraiment démontrée par le même cas de Pierrelet, de la plaine de Pierrelet, avant de devenir une grande décharge qui accueillait les boues parisiennes. Elle devait accueillir un autre projet qui finalement s'est pas fait, qui était un gigantesque cimetière, une nécropole qui devait accueillir tous les défunts parisiens. Donc on avait une autre forme de rejet comme ça, qui participe tout à fait évidemment à ce qu'on dit. L'invisibilisation des morts, c'est dans une forme de continuité malheureusement avec l'invisibilisation des malades, des plus vulnérables, des mourants et puis des morts. Voilà, avec tout un système qui a été imaginé pour acheminer tous ces morts vers Paris. Et puis cette dimension sacrificielle de la plaine de Pierrelet, elle a eu un autre épisode qui était quand cet endroit a été choisi pour faire ce qu'on appelait un faux Paris, qui était une reproduction lumineuse de Paris, pour attirer les bombardiers à la place du vrai Paris. Donc là, on monte un petit peu d'un cran en termes de vocation sacrificielle de ce lieu-là. Donc ça, voilà, c'est tout un chapitre. On avait un chapitre entier qui était consacré aux soins qu'on porte aux morts. Oui, et puis à la place que l'on fait à la mort dans la modernité, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'on a montré comment, malgré tout, ces dernières années, il y a une prise de conscience, et notamment après le Covid et les expériences douloureuses des deuils empêchés, par exemple, plus que douloureuses. Et on a essayé de rappeler à quel point l'édification d'une ville et tout simplement l'édification d'une civilisation se constitue par un lien digne, certes, entre les vivants, mais entre les vivants et les morts. Et donc, ça, bien évidemment, ça s'incarne, mais on a raconté comment, et notamment en reprenant les pages de Philippe Ariès, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé il y a longtemps cette question, comment la mort, qui était plutôt dans une familiarité, puisque c'était le terme qu'utilise Ariès, comment elle était à la fois domestiquée, familière au Moyen-Âge, et comment la modernité a en fait, dit-il, ensauvagé la mort, parce qu'elle a totalement invisibilisé, extrait, alors même que c'est on peut le dire, c'est une légitimité anthropologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un individu digne de ce nom et une cité digne de ce nom sans, bien sûr, conscientiser des liens importants, forts, etc. Donc ça, comment on fait pour que dans la ville, des espaces publics, privés, laissent cours à ce lien et à ce soin aux morts. Et puis voilà, cette invisibilisation de la mort qu'on retrouve aussi à une échelle beaucoup plus architecturale qui est dans les hôpitaux. Souvent, les salles mortuaires et tous ces lieux-là sont relégués à l'arrière des bâtiments, dans les sous-sols. Et ça, on a encore aujourd'hui des grandes résistances de la part des maîtrises d'ouvrage hospitalières pour essayer de revenir là-dessus. Ah, c'est même des résistances qui peuvent faire perdre des projets parfois. Parfois. Et puis voilà, effectivement, il y avait un exemple un petit peu, comment dire, totémique, quoi, pour montrer aussi quand même depuis quelques années des changements là-dessus. C'est l'exemple d'Agnès Varda, qui a voulu occuper le cimetière du Montparnasse pendant 30 ans pour aller passer du temps à côté de Jacques Demy, et qui a installé un banc devant un arbre et au pied d'un arbre pour investir le lieu du cimetière et en faire aussi un lieu de vie et un lieu de communication avec son mari. Et puis voilà, ça c'est un exemple qu'on adore.
c'est totalement un autre rapport entre l'architecture et la mort. C'est les maisons qui meurent. C'est deux artistes qui s'appellent Bardaguet et Péju, des artistes marseillais, qui imaginent des architectures qui sont pensées pour mourir en même temps que leurs habitants. Ils sont programmés pour se détruire. Et donc là, on a un accompagnement de la... Voilà, donc on est vraiment dans le... On n'est pas du tout dans l'architecture qui compense la mortalité ou qui assume une forme de durée dans le temps, mais au contraire, elle accompagne progressivement l'affaiblissement et la mort de l'habitant. Une partie qui était consacrée, une partie la plus archi, qui était consacrée à l'hôpital, donc qui s'appelait Forme. On était vraiment beaucoup plus voilà, dans la forme, avec un premier temps à gauche qui était le moment qu'on appelait celui du dortoir, jusqu'au en gros 18e siècle, avec la figure du lit. Le lit qui est le premier espace-temps du soin. Et l'architecture qui finalement n'est qu'une grande enveloppe qui accueille tous ces lits. Mais l'architecture elle-même, c'est peut-être ça qui est important à retenir, n'a pas de fonction soignante jusqu'à un certain moment de l'histoire. Le soin se passe dans le lit. Avec voilà, évidemment les hospices de Beaune qui sont dans l'histoire française le grand exemple de ça. Et puis le moment 18e siècle, où là, il y a le grand basculement suite à l'incendie de l'Hôtel-Dieu. Et il y a tout un tas de projets qui sont imaginés pour reconstruire l'Hôtel-Dieu. Donc là, c'est l'un des grands moments de la santé publique et de l'architecture de la santé. Avec, donc c'est ce que Michel Foucault, ça fait partie des moments qu'il a bien analysé, qu'il appelait les machines à guérir. Mais en fait, le terme de machine avait été utilisé déjà à l'époque par Thénon. Et donc c'est l'idée que l'architecture elle-même, à partir de ce moment-là, doit avoir une fonction soignante, un rôle dans le processus médical. Donc que ce soit par la verticalité, par le système pavillonnaire, le monobloc, le polybloc, toutes des logiques de typologie, l'architecture elle-même prend en charge une fonction médicale. Et ça, c'est nouveau. Et puis à partir de là, l'histoire avance par typologie jusqu'à la dernière, qui est encore celle qui est dominante aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le monospace. On voit le plan en bas à gauche. Les grandes trames comme ça, qui sont vraiment des architectures du flux, qui sont faites pour que les choses aillent vite, que ça soit flexible, que les flux circulent, y compris les flux humains. Et puis cet exemple-là, qui est l'un des plus voilà, qui est vraiment au-delà de son plan en trame, il y a ce langage en façade, donc qui est celui de l'usine, de la raffinerie. Donc on est vraiment dans une machine à guérir contemporaine qui assume un langage comme ça très. Oui, bah ça c'est vraiment parce que c'est vraiment le cas aujourd'hui. En gros, si on voulait être un peu caricatural, on a toutes ces machines à guérir qui sont encore très prégnantes aujourd'hui et qui mettent au cœur du soin le rationalisme gestionnaire, pour la faire courte, hein, et donc la tarification à l'activité ou à l'acte. Donc tout ce système de flux. Demain, l'ambulatoire, donc le fait que précisément l'enjeu est de faire en sorte la vitesse, etc. Et puis d'autres lieux de soins qui vont, par l'architecture aussi, casser cette temporalité, cette divisibilité du soin, ce rationalisme gestionnaire. Et donc, on a justement un exemple un peu plus loin avec le pavillon de Bruyères, de l'Orbe. Qui est là, effectivement. Et vous voyez, voilà, on voit d'emblée que ce sont des architectures absolument dysfonctionnelles, pour le coup, pour ceux qui sont intéressés par des logiques de flux, parce que c'est précisément pas du tout ça qui est intéressant. Mais nous, notre question, c'est de dire, mais qu'est-ce qui est le plus soutenant ? Alors, qu'est-ce qui est le plus soutenant ? C'est pas aussi simple, parce que souvent, c'est un peu les deux, etc. Mais qu'est-ce qui est le plus soutenant ? Bien sûr, pour les patients, pour les familles, mais aussi pour les soignants. Et donc, cette question de comment les soignants aussi se sentent dans un lieu et comment il vient, le milieu de ce lieu vient les porter, vient les soutenir, bon, c'est le point essentiel. Voilà, et puis peut-être le plus remarquable dans le plan donc là on est à Ivry, le pavillon de l'Orbe, c'est la surface gigantesque, complètement surdimensionnée des espaces de circulation, des couloirs, parce que l'architecte voulait que les gens s'y rencontrent, parce que la rencontre participe aux soins, et c'est quelque chose qui dans un cahier des charges classique qui est essentiellement, enfin notamment composé d'un tableau de surface, évidemment faire ce genre de choses c'est absolument absurde et absolument éliminatoire même. Et puis voilà, il y a aussi Erzberger qui est l'un de ceux qui nous a inspirés dans ces moments années 60-70 où il y a des architectes qui proposent autre chose et notamment avec un soin particulier pour les espaces de la circulation, de la rencontre, du commun.
Donc ça, c'est quelques exemples. Et puis il y en a d'autres encore, donc qui rentrent dans un registre de ce qu'on appelait les hétérotopies. C'est un autre emprunt à Foucault. Donc les autres lieux du soin qui produisent d'autres formes de soins, voire qui contestent les soins tels qu'on le produit classiquement. Avec l'un de ces lieux sur lequel on a passé du temps et dans lequel aujourd'hui la chaire de philosophie est installée partiellement puisque les cours d'architecture ont lieu sur ce bateau. Donc c'est un hôpital de jour qui est sur la Seine au pied de la gare de Lyon à Paris. L'Adamant. Voilà. Et on avait pour l'occasion un film qui a été réalisé par Nicolas Philibert, cinéaste qui va sortir un film dans les prochains mois. Et cinéaste qui avait fait un film important sur la Borde. Voilà. Donc il y avait en plus une filiation au travers de la psychothérapie institutionnelle. Voilà, donc là on est vraiment dans une autre forme d'architecture qui revendique autre chose aussi, une dimension de médiatisation du soin qui est très affichée comme ça, tout en ayant cette ambivalence d'un lieu qui est au cœur de la cité, tout en étant un petit peu extrait, tout en étant flottant. Donc c'est aussi un autre rapport au territoire et qui déconstruit aussi ce qu'a pu être le bateau en termes, au contraire, d'exclusion. C'est-à-dire de dire, oh là là, il faut... Puisque l'histoire du soin, elle raconte ça. Hein, elle raconte ce retournement de... on extrait le malade parce que c'est une menace pour la société, jusqu'à, au contraire, on l'inclut parce qu'en fait, le malade dit la vérité d'une certaine manière de la vulnérabilité de la société. Donc c'est ça, si on veut, voilà. Et donc sans cesse on a cette histoire-là, et le bateau pendant très très longtemps, c'était pas du tout le bateau de type Adamant, mais c'était au contraire tout ce qui pouvait c'était la prison flottante, c'était le lieu au contraire d'enfermement et d'exclusion. Et ça l'est toujours malgré tout pour d'autres populations qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement dites malades, mais qui sont des populations hyper vulnérables de type migrants, etc. D'autres pièces qui ont marqué beaucoup de visiteurs de l'exposition, qui étaient ces pièces des mêmes artistes, Berdeg et Péju, qui ont construit ces maisons. Il y en avait 6, qui s'appellent des psycho-architectures, qui sont des maisons imprimées en 3D, à partir de dessins réalisés par des enfants considérés comme psychotiques. Et donc l'hypothèse là que travaillent les artistes, en s'inscrivant en fait dans une longue tradition des surréalistes, notamment à l'époque de ces mêmes cliniques de la Borde et Saint-Alban, c'est l'idée que la maladie peut aussi peut-être produire des architectures extraordinaires auxquelles un esprit sain n'aurait pas accès. Donc on est aussi dans cette hypothèse que la maladie peut créer ses propres architectures, son propre rapport à l'espace. Et ça, c'est aussi l'une des pièces aussi majeures qu'on avait. C'est quelques exemplaires de ce qu'on appelait des lignes d'air. Donc ça, c'est un travail fait par Fernand Deligny, donc un éducateur qui est parti dans les Cévennes dans les années 70, fin 60-70, avec des enfants autistes. Et l'un de ses projets, ça a été de comprendre comment ces enfants occupaient l'espace. Parce qu'il voyait bien qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et il a voulu cartographier pour ça pendant 10 ans. Il a cartographié les trajets des enfants. Et là, il y a une autre manière de voir cette notion de butée aussi, dont parlait Cynthia en introduction. Ça a notamment permis de comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique du bord. Donc le fait que pour certains patients, il y a la nécessité de se tenir au bord de l'espace, voire de frôler les murs, voire de s'y fondre si c'était possible. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on comprend mieux, par exemple, avec Didier Houzel qui travaille là-dessus. Et donc voilà, c'est cette idée et du coup, la nécessité pour certaines pathologies de créer des espaces particuliers, bordés, pas des espaces trop grands, pas avec des vues trop grandes. Donc c'est des choses aussi qui sont assez contre-intuitives pour nous, puisqu'on a longtemps fait a priori une fenêtre sur un grand paysage, on peut imaginer que c'est bien pour tout le monde, et bien pour certains patients, ça peut être une catastrophe. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des angoisses de morcellement qui peuvent surgir. Donc là aussi, quand on travaille sur des lieux architecturaux dédiés à une pathologie de type autistique, c'est vrai que l'architecture peut être c'est un élément absolument clé pour produire des enveloppes, des manières de préserver ces angoisses-là. Autre hétérotopie type qu'on a piqué à Foucault, on a été très scolaire là sur ce coup, c'est la figure du jardin, qui a toute une histoire dans l'hôpital, et puis dans l'histoire de l'hôpital aujourd'hui ça revient, les jardins. Et puis il y a ce jardin qui a un sens tout particulier, c'est celui qui a été aménagé par le cinéaste britannique Derek Jarman à la fin des années 80, début des années 90, quand il a appris qu'il était atteint du sida, qu'il était donc condamné à mort à l'époque. Il a acheté ce petit cottage dans une côte britannique
technique absolument terrible. Il y a une centrale nucléaire juste à gauche de l'image qu'on voit pas. Et il a décidé de consacrer les dernières années de sa vie à planter ce jardin et à le faire tenir contre tous les éléments, contre le vent, contre la terre qui rejetait ces plantes. Et donc il y a un vrai combat. Le jardin il se battait à la fois pour faire tenir ce jardin et lui contre la maladie. Et il raconte lui-même les parallèles très clairs entre le lieu du jardin qui est tenant vraiment vrai jusqu'au bout. Et puis tout ce qui se passe aussi, ça c'est un sujet cher à Cynthia, tout ce qui se passe dans l'interstice, tous les types de soins qui nécessitent aussi de la furtivité, qui nécessitent de se planquer, qui nécessitent de se passer sous la carte, parce que c'est un soin qui n'est pas légitime, parce que c'est un soin qui est illégal, parce que voilà, c'est tout ce que Elsa Dorlin appelle le dark care, c'est le care qui nécessite de se faire discrètement. Donc c'est des stratégies pour se planquer. Avec l'exemple qui n'était pas dans l'expo mais qu'on a remis dans cette présentation, c'est une étude qui avait été faite pour raconter les stratégies spatiales qui sont utilisées par certaines femmes aux États-Unis, dans certains États américains, pour aller trouver, sans se faire choper, entre guillemets, des lieux pour des cliniques d'avortement. Un autre chapitre qui était consacré, qui s'appelle Frontières, dans lequel on a repris l'histoire, mais cette fois en se posant la question de où se situe le soin et de quel soin on parle, depuis le plus privé jusqu'au plus public, depuis le lieu du domicile jusqu'à la rue elle-même, quoi. Avec cet exemple qui était un petit peu une forme d'antithèse, et qui est une autre forme d'ailleurs de dark care, qui est une population âgée qui décide de créer sa propre cité à l'extérieur de la ville. Donc ça, c'est Sun City, c'est les gated community américaines, qui étaient conçues exclusivement pour une population âgée. Et puis un autre exemple qui est l'exemple d'Ishigami, donc architecte japonais. Donc ça c'est un projet prospectif qui s'appelle Home for the Elderly. Donc à nouveau on est dans la création d'une communauté uniquement pour des personnes âgées, mais avec un discours très différent. C'est que l'idée c'est qu'on recrée cette communauté en déplaçant les maisons de chacun. Donc chacun vient avec sa maison et on se retrouve faire communauté. Donc chacun vient avec sa mémoire, avec sa vie, avec tout ça, et voilà pour passer les dernières années ensemble, si vous voulez. Et ça peut faire écho aussi à des choses très concrètes et très construites, qui sont par exemple les villages d'Alzheimer. Il y en a un en France maintenant et il va y en avoir d'autres prochainement. Modèle hollandais aussi, qui sont très en avance sur ce sujet-là. On avait quelques exemples aussi de soins quand il est appliqué à l'échelle du domicile. Depuis, on a des exemples très différents, très techniques. Au milieu de l'image, on a des logements qui sont à l'échelle, par exemple, faits à l'échelle des poumons d'acier, qui sont ces grands cylindres. Du coup, ça fait évidemment, ça déforme les plans des logements. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un logement médicalisé aujourd'hui. En tout cas, voilà, on est obligé d'avancer, mais c'est vrai qu'on voit que la révolution ambulatoire, la révolution de la dépendance, la révolution, enfin pas la révolution, mais de toute façon la logique des flux, etc., fait que, et puis l'extensivité aussi du domaine du soin, la question demain des migrants, donc la question, je dirais, des urgences sanitaires, enfin tout ça fait que les espaces privés, intimes, publics, professionnels, sans cesse se reconfigurent, se transforment et on va certainement demander à l'architecture d'anticiper aussi que tout d'un coup, on a vu avec ces problèmes de recirculation, de permettre des circulations entre des personnes, des populations covidées et d'autres pas covidées. Donc tout ça va s'organiser en amont avec notamment l'architecte. Et ça, c'est la villa, oui, là on est dans quoi? Dans Frontières, oui, de Le Corbusier, Villa Le Lac, que Le Corbusier a dessiné pour ses parents et notamment plus spécifiquement pour sa mère, pour qu'elle puisse vivre des jours heureux. Et on voit d'ailleurs que dans cette architecture, c'est une architecture alors là où c'est l'horizon fondamentalement et la préservation d'une vue qui vient littéralement faire bâtiment presque. Voilà, et puis jusqu'à évidemment l'événement Covid, qui a été un cas d'étude lorsque le soin transforme complètement l'espace public et transforme la manière dont on occupe la rue, voire on ne l'occupe pas.
avec des notions de proxémie aussi, qui sont des notions chères aux architectes, les notions de distance qu'on met entre chacun, qu'on a documenté avec ces différents documents. Et on a voulu aussi documenter le Covid. Ça, c'était l'une des grandes pièces aussi majeures de notre expo, avec une série de photographies qui s'appelle Virus, qui ont été faites par Antoine Nagata, photographe français, à l'appareil thermique, pour aller documenter, pour témoigner de ce moment exceptionnel qui était la ville en temps d'épidémie. Donc, il y a toute une série de photos où, avec évidemment le recours à un appareil thermique, il essaye de rendre visible d'autres choses. Donc, il y a évidemment tout un travail sur la visibilité, jusqu'à rentrer dans les hôpitaux. Et puis voilà, on avait une très grande fresque de 1400. Combien ? Je ne sais pas. Si, 1400, je crois. Ouais. 420, pardon. Voilà. Ça n'a rien à voir. Il y en avait 4 en fait. Voilà. Et puis la dernière partie, et puis on va s'arrêter sur cette dernière partie, qu'on a appelée Inhabitable, et dans laquelle on a essayé d'identifier quelques jalons au cours essentiellement du XXe siècle, pour essayer de comprendre un petit peu ce nouveau moment des relations entre ville et soins, notamment en se positionnant dans ce moment du Caire, avec par exemple Judith Butler, c'est on avait quand même 12 auteurs, on l'a pas dit dans le livre, on avait 12 auteurs qui nous ont, non 14 décidément, qui ont produit des textes, et celui-là de Judith Butler, donc qui pose aussi la vulnérabilité comme une forme d'occupation de l'espace public. Donc elle retourne la vulnérabilité comme une manière d'habiter l'espace public. Elle le fait en observant les mouvements d'occupation des espaces publics, Occupy Wall Street, etc. Et puis voilà, donc là l'idée de cette dernière salle, c'était d'identifier le moment contemporain, dans sa nouveauté, aussi dans les démarches possibles pour les architectes. Comment réinventer la pratique de l'architecture. On avait commencé cette partie-là avec cette grande fresque, ce grand photomontage dont on avait une reproduction de Charlotte Perriand, qui date de 1936, dans laquelle elle fait un travail d'identification différentes causes qui font que la grande ville rend malade, si je le résume. Ce qui est passionnant dans la manière dont elle le fait, c'est qu'elle introduit des critères très nouveaux d'analyse de la situation, notamment en critiquant la disparition des espaces verts, qu'elle identifie comme une cause problématique en termes sanitaires, disons. Elle critique la place de la voiture en 1936, et qu'elle identifie déjà comme un problème sanitaire, au moment où Le Corbusier veut tout casser pour faire des autoroutes. Elle identifie aussi, elle fait le lien avec des problématiques de genre, avec la question de la place de la femme au foyer. Donc elle amorce aussi une vision féministe. Donc en fait, elle pose les bases d'une vision très très contemporaine, ce qu'on appelle holistique du soin, avec comme ça ces nouveaux grands sujets, l'écologie, le féminisme, le genre, qui sont aujourd'hui des grands axes dans lesquels les choses se restructurent. Quelques éléments très vite, ça c'est un moment qui est vraiment important, qui est la manière dont les villes ont géré la reconstruction après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et le cas passionnant d'Amsterdam qui a décidé de ne pas reconstruire un certain nombre, des dizaines en fait, de parcelles, pour garder la trace du trauma. Et à la place de la reconstruction, Aldo Van Eyck, un architecte bien connu, a construit des terrains de jeu. Mais ce qui est surtout important, c'est l'idée qu'il y ait une nouvelle responsabilité, qui est de garder la trace du trauma pour ne pas l'oublier, pour ne pas que l'architecture participe à un déni. Voilà. Et ça, c'est vraiment des retournements, parce que ce que raconte cette dernière salle, et on va conclure, mais c'est ça, c'est-à-dire que l'architecte est celui, plutôt, il arrive de la toute-puissance et il est l'agent de ce qui doit durer, de ce qui doit faire disparaître effectivement le traumatisme. Et puis aujourd'hui, non, on va plutôt vers la possibilité de laisser le traumatisme, la possibilité de ne pas durer, la possibilité de ne pas créer, mais plutôt de réhabiliter, de faire avec l'existant, la possibilité de se lier au vivant davantage, alors que, bien évidemment, l'architecture longtemps a été, comme d'autres occidentalisations modernes, un geste de toute puissance sur la nature. Donc c'est tous ces retournements contemporains, la question de la maintenance, la question de l'entretien, la question aussi de qui sont les architectes, où de plus en plus on a les parties prenantes qui
deviennent aussi comme s'il y avait une fonction architecturale en partage. Donc tout ça, c'est des réflexions contemporaines jusqu'à Forensic Architecture. Il y a un grand mouvement et qui est d'autant plus intéressant, qui utilise, et je vais laisser Eric conclure, mais qui utilise l'architecture comme une fonction d'enquête. Parce que généralement quand quelque chose s'est passé, et ça arrive là en l'occurrence à Beyrouth, mais ça vient notamment du moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand les archives et le négationnisme fait disparaître la vérité, et comment des architectes vont aller traquer par l'analyse des bâtiments précisément le fait de démontrer que là, il s'est bien passé quelque chose, et de lutter contre le négationnisme ambiant par voilà, une fonction d'enquête et de soin à la vérité. Voilà, et puis une dernière, voilà, effectivement, juste pour terminer, une dernière, ce régime de la maintenance, de l'entretien, prendre soin de tout ce qui a été construit avant nous, plutôt que de reconstruire sans cesse. Donc c'est aussi l'intégration dans nos professions de l'espace de toutes ces dimensions de l'entretien, de la maintenance et tout. Il y a vraiment un nouveau régime de durabilité qui se met en place, voilà, qu'on peut illustrer avec plein de manières, et on l'a fini notamment notre exposition et notre livre, et cette présentation avec le cas de Mirle Latormanoukeles, qui est une artiste américaine qui travaille depuis très longtemps et toujours aujourd'hui sur ces actions de la maintenance de l'espace public, avec notamment cette action qu'on voit en bas à droite de nettoyage du trottoir pour qu'on continue à l'habiter. Et puis elle a écrit en 1969 un manifeste qui s'appelait CARE, qui était un manifeste pour l'art de la maintenance et pour faire de la maintenance un art. Voilà, qu'on a nous-mêmes affiché en fin de notre exposition. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes hyper impressionnant. Parce que j'avais déjà vu cette expo, elle était vraiment magnifique. Et là, la manière dont vous la narrez, c'est quand même très impressionnant. Donc, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va arriver, malgré tout, à poser une question. Mais je ne sais pas si... Est-ce possible ? C'est juste une question, parce que je n'ai pas compris ce que ces architectes marseillais avaient fait avec ce drôle de bâtiment qui se détruit. Voilà. Ça a été si vite que... C'est les maisons qui meurent. Les maisons qui meurent, il marche là ? C'est une série de maisons qui ont été conçues, qui sont, donc c'est un projet théorique, hein, bien sûr, qui sont conçues pour se détériorer, se dégrader avec des petits mécanismes qui sont pensés à l'avance. Il faut connaître la date de mort de l'habitant, c'est la contrainte. Sinon, ça ne marche pas. Et une fois qu'on a ça, après, la maison est fabriquée pour avoir un système de détérioration progressive. Donc on habite son tombeau, même vivant, quoi. On devient poussière. Je crois qu'il n'y a qu'un seul micro. Oui. Moi, j'avais une question sur une phrase que vous avez dite sur les malades qui avaient été vus comme des menaces et puis qui sont de plus en plus vus, si j'ai bien compris, comme disant dans une certaine mesure la vérité sur la société. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu à ce sujet-là ? Si vous voulez, très clairement, on a une histoire, et c'est bien raconté par Foucault, hein, dans Naissance de la clinique ou dans d'autres ouvrages. Nous vivons avec cette idée que l'hôpital, aujourd'hui, malgré tout, est un lieu d'hospitalité. Ce n'est pas la première histoire de l'hôpital. La première histoire de l'hôpital, c'est une histoire d'enfermement, c'est une histoire d'exclusion, c'est une histoire de protection de la société, pas de protection des individus malades. C'est donc des visions très utilitaristes et qui ne sont pas là pour protéger tel ou tel individu. L'hôpital est d'abord hospice, c'est un lieu où on va récupérer tout ce qui fait peur à la société. Et c'est d'abord un lieu où on meurt. C'est pas un lieu où on soigne, c'est pas un lieu où on guérit. Et ce qu'on a raconté, bien sûr, et ce que raconte Foucault, c'est ce retournement au 18e où tout d'un coup, non, l'hôpital va devenir un lieu
destinés à soigner, à guérir, etc. Mais là aussi, le XVIIIe siècle, quand on voit ce qu'est la santé publique du XVIIIe siècle n'est pas une santé publique dédiée, si vous voulez, à ce que nous, aujourd'hui, on appellerait l'éthique, jurisprudentielle, de respect de la personne, etc. L'enjeu du XVIIIe, c'est de dire, attention, on rentre dans un monde ultra compétitif, où en fait il faut que la population soit en bonne santé parce que c'est une bagarre c'est du PIB, etc. Donc en fait toute cette histoire du soin elle est très peu humaniste. Elle est rationaliste, elle est productiviste, elle est militaire. Les grands moments de revirement là aussi qui ont été absolument déterminants, c'est les hôpitaux militaires. Les hôpitaux militaires, pour plein de raisons, ont transformé l'hôpital dans sa dimension moderne pour guérir, mais aussi pour vérifier que ça déserte pas, mais aussi parce que, et c'est là aussi très très bien raconté par Foucault, parce que voilà, il s'agissait à un moment donné, ça coûtait extrêmement cher de former les soldats. On n'était plus dans ce moment où n'importe qui pouvait aller se battre. Non, il y a une montée en qualification parce qu'il y a une montée en qualification des armes. Et donc à ce moment-là, on s'occupe aussi mieux des soldats parce qu'il est important de retourner au front et que ça coûte cher. Alors, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, puisque la grande clinique du PTSD et du stress post-traumatique, elle arrive aussi de la psychiatrie militaire, souvent. Bon, et pas que pour des raisons, bien évidemment, utilitaristes. Mais voilà, donc ça raconte ça. Et c'est vrai que, malgré tout, on a un très grand discours sur la vulnérabilité, mais on sait à quel point aussi il y a un déni qui continue de se poser sur cette vulnérabilité. Donc il y a des logiques comme ça ambivalentes de publication, de publicness, comme on dit en bon français, c'est-à-dire des pratiques de révélation de soi qui sont d'ailleurs constitutives de la démocratie sanitaire, toutes les associations de patients, toutes les fiertés, entre guillemets, les prides liés à ces vulnérabilités, ça a été essentiel pour transformer le monde du soin. Donc il y a ce grand courant. Mais ne nous mentons pas, en face, il y a un courant quand même qui résiste et qui est toujours hyper validiste, sans le dire, et qui, même si elle fait un discours communicationnel autour de la vulnérabilité, reste très dans la performance, dans un corps surhumain, etc. Donc la modernité raconte ça. Oui, j'avais une question. Vous avez parlé de plusieurs visionnaires, en fait, qui, pour la santé de l'homme, de l'être humain, en fait, parlaient de l'importance de la nature, du bruit, de la lumière. Est-ce que, par rapport aux matériaux utilisés pour l'architecture, en fait, on a l'impression qu'on vit dans des lieux de plus en plus bétonisés. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites et est-ce qu'on peut convaincre, en fait, peut-être les gens d'utiliser d'autres matériaux, en fait, pour préserver la santé du public, enfin de la majorité? Je ne sais pas quelle est la situation en Suisse, mais en France, il y a quand même aujourd'hui un grand mouvement d'utilisation du bois qui maintenant est quasiment dans tous les projets, dans les grands projets publics que nous fait à l'agence. Il y a un énorme changement depuis 2-3 ans qui est très très net. Et puis il y a les espaces verts qui reviennent. Et puis il me semble quand même qu'on est dans une dynamique. En tout cas, nous dans une grande agence qui fait des gros projets, il y a clairement une évolution qui est énorme qui s'est vachement accélérée depuis 2-3 ans. Après ça reste. On continue à faire beaucoup de béton aussi. Après, dans le cas des hôpitaux, sur l'histoire des matériaux, le cas du pavillon de l'Orbe de Bruyères, il est intéressant pour ça aussi. C'est l'usage par Bruyères de matériaux qui ne sont pas classiques dans les hôpitaux.
En fait, c'était un cas très particulier. C'était un appel à idées libre lancé par l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc les architectes ont pu faire ce qu'ils voulaient. Ce qui, évidemment, la question de la procédure, en fait, est très importante pour les architectes, notamment pour les hôpitaux, où il faut répondre à des cahiers des charges, à des tableaux de surface, à des documents très contraignants. Et donc là, on était dans autre chose. Et donc, à la fois en termes de surface, il a pu faire ce qu'il voulait, et en termes de matériaux aussi, avec l'utilisation de la moquette. Ça a été l'un de ses grands combats, ça a été de pousser à fond pour la moquette. Alors que dans les hôpitaux, c'est interdit pour des raisons d'hygiène qui sont évidemment compréhensibles, c'est pas le sujet. Mais là, pour lui, c'était important d'avoir ce matériau qui a une forme de chaleur, voilà. Même s'il y a des germes, plein de germes à l'intérieur. Non, mais c'est une question très très importante parce que ça pose aussi la question de jusqu'où l'absence de risque est un soin, quoi. C'est-à-dire que bien évidemment, et Dieu sait si les EHPAD sont dans cette problématique essentielle, c'est-à-dire on a des approches hyper biologisantes de la santé qui confinent précisément à faire qu'il n'y a plus de soins. Et c'est cette problématique-là, elle est non seulement dans les EHPAD, mais elle est partout. Parce que c'est le zéro risque. Et bien évidemment, le risque, c'est la vie. Et donc, voilà, il y a une place soutenable du risque dans le soin. Et ça, on a beaucoup de mal dans l'univers moderne qui est le nôtre aujourd'hui, hyper judiciarisé, etc., de faire entendre ça. Vous avez mentionné le Covid. Est-ce que vous avez des indices de comment ça peut influencer l'architecture au-delà des infrastructures hospitalières ? Oui. Il y a l'exemple de Rennes récemment, qui est une ville qui a décidé d'obliger dans tous les logements. Désormais, il y a une obligation d'avoir un espace extérieur, terrasse ou balcon. Donc ça, c'est dans les logements collectifs, évidemment. Donc ça, c'est quand même une très belle nouveauté. Après, il y a toute une logique de flux qui, enfin voilà, il y a quelque chose de très paradoxal aussi par rapport à ce qu'on dit, évidemment. Hein. Mais disons les architectures qui permettent la dissociation des flux. C'est une réponse très technique, qui n'est pas forcément très... Mais par exemple, les plans qui permettent de séparer en deux les dissociations des flux covidés, non covidés, par exemple, sont énormément favorisés. Et on voit dans les architectures hospitalières qu'il y a un certain schéma maintenant qui est demandé parce qu'il permet facilement de couper un hôpital en deux avec d'un côté Covid, de l'autre côté non Covid. Après, oui, il y a des changements, il y a beaucoup de changements du côté de l'entreprise aussi, parce qu'il y a des nouvelles attentes, parce qu'il y a du télétravail, enfin, il y a tout un tas de choses, mais dont tout le monde parle un petit peu en ce moment. Donc oui, il y a... On sait très bien que sur la question du télétravail notamment, ça va littéralement reconfigurer, si vous voulez, les espaces domestiques. Et surtout, ça va reconfigurer le dialogue qui se joue entre l'entreprise et la maison. Et ça commence déjà à monter, c'est-à-dire que dans des grands groupes, vous avez de plus en plus les syndicats qui expliquent que à partir du moment où il y a télétravail, qui est d'ailleurs désiré par une grande partie des personnes, à ce moment-là, ça veut dire que l'aménagement d'une partie de la maison, le financement de cet aménagement, il peut être porté aussi par un autre acteur qui s'appelle l'entreprise. Parce que je reconfigure mon bureau, demain je reconfigure les vitres qui sont liées à mon bureau, je dois avoir chaud, l'ergonomie, le silence, parce que ça doit ceci, cela. Donc quand même, voilà, on voit très très bien que ce qui était encore... Enfin, c'est toujours la même histoire, mais ces logiques de frontières, elles sont poreuses, et de plus en plus. Justement, par rapport à la reconfiguration, vous avez parlé aussi de l'augmentation des soins ambulatoires, c'est-à-dire avec la 4e génération, une bonne partie des soins seront donnés à la maison. C'est-à-dire que ma maison devient non seulement un lieu de soins pour moi, mais également un lieu de travail pour les travailleurs de la santé. C'est-à-dire il y a des personnes, des infirmières, qui ne vont plus jamais à l'hôpital, qui ne font que courir d'un côté à l'autre en voiture. Elles sont d'ailleurs plus souvent
dans leur voiture que chez les malades, parce que c'est pas possible autrement. Voilà. Quelles sont donc les mesures à prendre pour, en même temps, laisser la place pour le travail, en même temps pour la santé et le travail de la santé, et ensuite pour la mort. Oui, pour la mort, parce que on meurt dans les hôpitaux. Voilà. Donc, dans les EHPAD, on essaye encore de cacher ou de transporter les personnes décédées un peu fortuitement. Mais en fait, dans un immeuble, on ne peut pas. Les ascenseurs sont trop petits. On ne peut pas descendre les gens avec des déménageurs, quelqu'un qui tient... Voilà, vous avez compris, enfin, voilà. Voilà, c'est disons, au-delà du travail, aussi, disons, un endroit de soins et un endroit de... Il y a aujourd'hui, nous, c'est pas mon cas, c'est pas notre cas, mais il y a effectivement, il y a pas mal de choses qui se cherchent sur le sujet, sur la transformation des logements pour prendre en compte ces actes de soins, avec notamment, il y a une piste ce qui se fait beaucoup, c'est pas de transformer le logement lui-même, mais c'est dans le cadre de logements collectifs d'imaginer des espaces de soins partagés. Avec ça se fait beaucoup maintenant. Et il y a beaucoup de promoteurs, d'investisseurs qui sont sur le coup. Donc oui, c'est un sujet qui est de plus en plus important, de même que l'architecture des EHPAD, c'est un sujet gigantesque pour les décennies à venir. Où là, il commence à y avoir pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Donc, que ce soit perte d'autonomie à domicile ou en établissement, Oui, c'est un enjeu énorme, bien sûr. Je n'ai pas de réponse plus précise en tête là, mais ça viendra. On peut prendre encore une dernière question ? Non, on s'arrête là alors. Merci beaucoup. Je vous invite à continuer cette discussion au niveau de l'apéro qui est juste derrière vous. Et merci beaucoup pour votre intervention, c'était super.